Salut à tous, c'est le retour de Bug, les Jean-François Copé du podcast ciné, écouté par environ 0,3% de la sphère internet, et encore on est gentil. Nous sommes de retour pour la 10e émission, si je ne me trompe pas. 11e. Ah, 11e émission, excusez-moi, donc les comptes sont également tenus par Jean-François Copé. Donc toujours accompagné de mes illustres comparses Bastien, salut Bastien. Hey! Et de Seb, Grumpy Seb, salut Seb. Salut, vous l'avez réclamé la dernière fois, je vous l'ai rendu. Merci. Le tournevis Sonic. Et donc je suis Tony, alias Alphonse Dadé sur Twitter. Seb, d'ailleurs je vais en profiter tout de suite pour faire un petit peu de promo parce qu'on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. Seb, on te retrouve aussi sur la même chaîne YouTube avec Grumpy Seb Matt des films, c'est ça? Exactement. Et Une donc- chronique où je pars complètement en couille, où on ne reste pas que forcément sur les films. Et donc d'ailleurs la dernière émission tu nous as parlé de Power Rangers le film, de La Momie avec Tom Cruise et de Wonder Woman. Exactement. Voilà, donc si les gens n'ont pas encore écouté, honte à eux. Et voilà, donc nous on va commencer cette 11e émission avec, je crois que c'est Seb d'ailleurs, hein, tu vas t'y coller tout de suite. Ah, juste avant, permettez-moi les gars, je vais juste faire une petite parenthèse de 2 secondes. Je voulais juste dédier l'émission à John J. Avildsen qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et le réalisateur quand même mythique de Rocky et de Karate Kid, donc ces 2 grands films qui ont un peu bercé notre jeunesse. Donc voilà, cette émission lui est dédiée. Salut à toi John, de là-haut, je sais que tu nous regardes. Ouais, non, écoute plutôt, parce qu'il n'y a pas trop de vidéos, mais... Oui, c'est vrai. Bon allez, c'est parti Seb, on y va? C'est à toi. Ouais, aujourd'hui j'ai décidé de parler de tragédie shakespearienne, d'une œuvre fondatrice qui te fait questionner le sens de la vie. Non, je déconne, je vais parler de Fast and Furious, c'est bien plus marrant. Enfin, plus marrant, je sais pas en fait, parce que je pourrais parler d'une adaptation de Shakespeare, mon enthousiasme serait pas forcément différent. Donc, Fast and Furious 8, alias en VO, The Fate of the Furious, à mon avis passe plus de temps à travailler les titres que les films. Et via ce titre d'ailleurs, on sait qui était le Fast et qui était le Furious entre Paul Walker et Vin Diesel. Parce que c'est la mort de Paul Walker qui a rendu Vin Diesel encore plus furious qu'avant, j'imagine. Surtout lorsque tu sais que Walker est mort à bord d'une voiture très fast. Bon, pour les 3 du fond, oui je sais, le 5ème film avait déjà perdu son Furious et le 6ème son Fast. Mais c'était pour la blague insensible du jour. Bref, la saga Fast and Furious ou la médiocrité érigée en modèle de blockbuster pour certains. Et ça fait peur. Le premier film, il se tient. C'est un remake non officiel de Point Break, le film de Catherine Bigelow qu'on vous recommande chaudement, j'imagine tous. Tout là. à fait, tout à fait. Qui d'ailleurs est bien mieux que le remake officiel, qui pour le coup est une purge absolue. Puis la qualité, qui n'était pas forcément déjà au rendez-vous, elle baisse magnifiquement bien sur le 2ème volet, sans intérêt, puis sur un 3ème faisant office de spin-off complètement naze, avant de ramener toute la bande pour un 4ème qui était extrêmement chiant. Oui, mais à ce moment-là, les films avaient encore une durée logique, ça faisait tout moins de 2 heures. Ça c'est terminé depuis longtemps, et mine de rien c'est un point extrêmement important. Donc, Fast 5, je l'aime bien celui-là. C'est plus un film de kéké qui veut mettre sa bite dans son pot d'échappement, mais c'est un gros film d'action à l'ancienne avec Dwayne The Rock Johnson qui débarque. Et on va pas se mentir, hein, comparé à Vin Diesel, il le bouffe tout cru quoi. En termes de charisme, en termes de tout. Exactement. Et donc, sa présence, c'est pas rien. Bon, le film est un peu long, hein, ça fait 2h10, mais les séquences spectaculaires s'enchaînent assez vite pour que ça passe et qu'on se penche pas trop sur l'histoire qui n'est là que pour enchaîner les fameuses séquences. Mais au moins, l'histoire se tient malgré de longs tunnels de dialogue écrits avec le cul. Puis faut continuer sur la lancée, donc débarque un 6ème où la surenchère commence. Et c'est fun par moment, mais pas assez pour recréer ce que le précédent était parvenu à faire. Et niveau écriture, ça commence à flirter avec le gogol. Exemple sur la réaction d'un personnage. Oh, je t'aime Dom. Je t'aime aussi. Oh, ton ex est revenu. Va. Merci. Tu l'aimes toujours, hein? Bon ça va, nous deux c'est fini. Ok, bisous. Je fais super bien les femmes. Donc voilà, j'ai fait un résumé extrêmement honnête de la situation, c'est vraiment ce qui se passe. Hein. D'ailleurs la meuf, qui est une flic, qui quitte son boulot pour vivre avec un criminel, mais qui retourne dans la police après leur rupture. Ah ouais. Ok. Attends, j'ai encore mieux. Parce que la meuf, elle était flic au Brésil, mais maintenant elle est flic aux États-Unis. Tout va bien. Bref, on arrive sur Fast and Furious 7. C'est là que ça part méchamment en couille. Les 7 pistes sont assez géniaux. Et même les voitures qui sautent d'un avion en parachute, qui
qui, au passage, est piqué à Taxi 2, le font mieux. Mais le scénario concocté pour raccorder ces scènes, c'est du foutage de gueule absolu. En gros, ils doivent bosser pour Kurt Russell, le grand, qui n'a rien à foutre là mais qui est quand même là. En échange de quoi, le gars leur dira où se trouve Jason Statham, qui est le grand méchant du film. Sauf que, à chaque fois, peu importe où ils sont, il y a Statham qui débarque, tel Ville Coyote après Bip Bip. Et c'est pathétique. Parce que les mecs, ils sont en train de faire plein de trucs pour choper Statham, et à chaque fois, il est là. Pourquoi vous faites chier à faire des trucs super compliqués pour un mec du gouvernement dont vous avez rien à branler, alors que le mec, il est à côté de vous? Mais non, on s'en bat les couilles. Alors moi je veux bien que les séquences supposément fun du film le soient, mais faudra vraiment m'expliquer l'indulgence des gens face à tout le reste, parce que mine de rien, ça rend le truc indéfendable au possible, comme lorsqu'on évoquait Kong Skull Island. Oh, c'est des séquences d'action fun, certes, bien foutues, tout ce que tu veux, mais ça tourne à vide, j'en ai rien à branler quoi. Donc là, on se dit que ça peut être que mieux. Et dans un sens, ça l'est puisqu'on a une histoire naze, mais une histoire naze moins gogol que sur le set. Donc ici, Vin Diesel, il est devenu méchant et bosse pour Charlize Theron. Bon, en fait non, il est pas vraiment méchant, mais ça on s'en doutait. C'est juste que Charlize Theron a kidnappé son ex, donc la flic, et qui, elle a eu un enfant de Dom Toretto, qui doit avoir maximum 6 mois. Alors que ça fait depuis le début du 6 et qu'il est plus avec la meuf. Et que j'ai du mal à croire que tous les événements survenus se soient déroulés sur une si courte période de temps. Donc perso, je suis Michel Rodriguez, je me pose des questions. Bon, ça c'est l'élément con numéro 1. Le deuxième, c'est l'incapacité totale qu'a la saga à se débarrasser de ses personnages. Oh oui, d'accord, je sais, il y a eu Anne et Wonder Woman, c'est vrai. Mais visiblement, tout le monde s'en cogne. J'y reviendrai plus tard. Non, là on fait revenir Jason Statham, qui rejoint carrément l'équipe des gentils. Et devient même pote avec The Rock pour d'obscures raisons de CV pas mal impressionnants. Comme dirait Balou, il en faut pas pour être heureux. Ah bah tiens, tant qu'on est là-dessus, petit aparté rapide. Luke Evans, le méchant du 6, et dont le personnage est le frère de celui incarné par Statham, a posté sur Twitter une photo de lui avec une casquette Fast and Furious 8 et le message « Qui a dit que j'étais mort ?» indiquant qu'il était lui aussi de retour pour le 8. Je sais Bastien, tu aimes beaucoup ma manière de dire 8, j'imagine. Ouais. Magnifique. D'accord, donc, mais qui croyait vraiment que le personnage de Luke Evans était mort? Puisqu'on le voit au début du set à l'hôpital. Donc on sait qu'il est pas mort. Parce que généralement quand t'es à l'hôpital, t'es encore vivant, sinon c'est une morgue. Ils sont cons les fans ou quoi? Et pire, le mec est supposé être en prison, mais on le libère pour qu'il vienne faire son caméo et ainsi rejoindre son frère et la bande à Toretto pour sauver la situation. Et ça gêne personne. Les mecs ils ont buté 2 types de leur équipe, de leur famille comme ils disent. Et tout le monde s'en branle. Ça gêne personne vraiment. Autant les persos que le public. Le degré d'indulgence, je comprends pas comment on peut accepter ça sans avoir l'impression d'être pris pour un con. Chris Morgan, le scénariste attitré de la saga, a dit qu'il savait que les fans attendent de voir Dom et sa clique aller dans l'espace. Visiblement, il est con. Mais si les fans attendent ça pour de vrai, c'est catastrophique. Chaque film marche mieux que le précédent au box-office. Ouais. J'arrive pas à m'expliquer comment. Ça n'a absolument aucun sens. Ce genre de film, tu devrais l'aimer comme plaisir coupable. Mais c'est absolument pas le cas. Pour certains, et je parle autant de la critique que du public, c'est le summum du cinéma d'action. Et ça fait peur. Ah oui, c'est bien clair. Mais moi je me demande si justement, vu que ça devient une sorte de grosse saga avec plein de personnages, avec un casting quand même qui est loin d'être dégueulasse maintenant, est-ce que les gens justement ils ont pas un peu l'impression de voir une sorte de série télé blindée de thunes, avec des scènes d'action monumentales au ciné quoi. Enfin moi j'ai un peu l'impression que que les ressorts fonctionnent un peu là-dessus pour les relations entre les personnages. Ça fait un peu soap opéra mêlé avec des scènes d'action monstrueuses quoi. Ouais, le problème c'est que ils ont 45 000 personnages, mais certains ne servent absolument à rien. Ouais, c'est voilà. ça le truc. C'est que t'as par exemple, je sais plus comment il s'appelle, mais t'as le mec qui fait des vannes et il est là pour faire des vannes. Et t'en as un autre, c'est un hacker, enfin supposément un hacker parce que tu le vois jamais rien faire. Et voilà, c'est ça en fait. Ils servent à rien. Il y a Nathalie Emmanuel qui joue la servante de la Khaleesi dans Game of Thrones. Elle est là, elle était dans le 7, elle avait un rôle à jouer. Elle est de retour dans le 8. Tu t'en bats les couilles quoi. Elle est juste là parce qu'elle est jolie. Ouais c'est ça, ils font un empilage de noms et de physique
qui peut leur Ouais, amener du d'ailleurs, monde, quoi. t'as un autre mec qui est de Game of Thrones qui joue un des méchants, mais voilà, c'est juste pour avoir des noms qui vont intéresser les gens et puis basta quoi. Ouais. Dans le set, le personnage de The Rock, il était là au début, puis après, bah, il est blessé, il va à l'hôpital, et à la fin, il revient pour une séquence d'action de 35 secondes. Certes, assez fun, il prend une grosse mitrailleuse d'un hélicoptère et il explose une bagnole avec. Bon, ok, voilà, c'est tout. Donc voilà. C'est un peu le problème, c'est que t'as plein de personnages, mais ils servent à rien. En tout cas, on est certainement parti pour en manger encore quelques épisodes de cette saga. Ah bah vu qu'il a atteint le milliard au box-office en un temps record, oui. Ouais. Oui. Clairement, ouais. Et je pense que la prochaine étape, ça sera les Oscars aussi. Ils vont probablement pas tarder à viser les Oscars. Bah Vin Diesel a dit dans une interview justement à propos de Wick qu'il méritait des Oscars. Le mec est fou. Bon, non, on va pas partir dans des digressions déjà, mais sinon je pensais aussi un peu au futur réalisateur de Godzilla contre King Kong qui en ce moment se répand sur Twitter. Enfin voilà, pour ceux qui... Et qui suce magistralement bien ceux qui ont fait les deux films précédents, et pour dire derrière des conneries sur le King Kong de Peter Jackson. Le mec il a pas compris qu'il avait le job quoi. En gros il est en train de balancer que Kong Skull Island est un peu le meilleur Kong qui ait jamais été fait, donc c'est... Ouais. Ça situe quand même un peu le niveau et ça fait peur. Ouais, voilà, c'est assez pathétique. Mais bon, quand tu vois la filmographie du mec, tu te dis que ça a un petit peu de la logique. C'est cohérent, voilà, c'est cohérent. Effectivement. T'as encore 2-3 trucs à nous raconter sur Fast Oui, bah... Vas-y. Je vais pour vous faire un gros résumé du reste du film. Ah bah oui. Parce que Vin Diesel, bah, il est surveillé par Charlize Theron et sa bande 24 h sur 24, mais il parvient malgré tout à contacter plein de gens pour mettre en place son plan pour sauver son bébé et arrêter Charlize Theron. Et visiblement, au milieu de tout ça, il a pas trop le temps de prévenir sa femme qui n'était pas un vrai méchant. Parce que tu sais, un appel longue distance, bah, ça coûte cher. Bref, t'as une grosse séquence d'action complètement débile où un sous-marin va plus vite qu'une Lamborghini. T'as The Rock qui balance une ogive nucléaire à main nue parce que YOLO. Puis t'as une réunion de famille pour un barbecue où Jason Statham vient ramener le bébé à Vin Diesel qui lui pardonne d'avoir buté son pote. Parce qu'au fond, bah, il était chinois. Et que si on peut plus être raciste envers les Arabes ou les Noirs, les Chinois, ça par contre, ça passe encore aujourd'hui. Bref, tout est pardonné, le casting du 9ème épisode peut encore s'agrandir pour continuer à ne donner aucun rôle à jouer à personne. C'est beau le cinéma quand même. A noter que ça bosse dur sur un spin-off centré sur Dwayne Johnson et Jason Statham avec Charlize Theron déjà annoncé. Ou comment balancer que le méchant du film reviendra, comme sur le précédent. C'est hallucinant. À la sortie du film, je pouvais lire que le film contenait 10 fois plus d'émotions que les précédents. Je comprends pas. Où est l'émotion ? Il y a plus de quoi exactement? C'est évident qu'on n'aime pas les mêmes films, que tu ne seras jamais d'accord à 100% avec quelqu'un d'autre. C'est évident, mais il y a un moment, je pense que malgré tout, il n'y a plus de subjectivité. Tout devient objectif. Et la qualité de ce type de film, tu peux l'aimer, mais tu peux pas le défendre comme étant un bon film. C'est improbable. Par exemple, j'aime Battleship. Si tu me dis que c'est de la merde, bah ouais, je vais pas te contredire, c'est le cas. Mais moi je passe un bon moment devant, j'aime bien, je m'amuse, mais ça reste de la merde. Tu peux réussir à rester objectif, c'est jouable. Faut juste être un minimum intelligent. Et quand je vois une saga comme Fast and Furious, je comprends plus rien. Chie sur les Marvel si tu veux, chie sur n'importe quel blockbuster si tu veux, peu importe. Dis n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Si tu me dis que Fast and Furious c'est bien, t'as plus aucune crédibilité, c'est fini, t'es mort. Parce que je ne serais pas honnête si je ne disais pas avoir apprécié 2 ou 3 choses. Comme par exemple, finalement, la seule séquence que j'ai vraiment aimée du film, c'est quand Statham bute plein de gens tout en protégeant le bébé qu'il est venu sauver. C'est assez marrant et bourrin en même temps. C'est dommage que ce soit entrecoupé par le reste de la pseudo-histoire, mais là pour le coup, tu vois, tu vois le mec qui fait du babysitting en butant des gens. Je trouve ça vraiment très fun. Franchement, cette séquence-là, qui doit durer 4-5 minutes, elle est vraiment très cool. Bon allez, un dernier point pour la route. Allez. Le film se termine sur un barbecue, parce que bah, c'est comme ça que se finissent, tu sais, un peu les Fast and Furious, c'est le banquet d'Astérix. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est un hommage à Astérix. Donc c'est un truc pas trop dangereux. Pourquoi Brian il est pas là? Parce que les mecs, ça fait quand même 2 putains de films qui rendent hommage à son personnage alors qu'il est toujours vivant. C'est une énième preuve d'incompétence crasse. Le gars a un bébé, ça va, on s'en cogne. Mais un deuxième end of game, tu peux plus faire partie de la bande. Désolé, personnage de Michelle Rodriguez, Vinny va pas te foutre enceinte du coup. D'ailleurs, le bébé,
s'appelle Brian, en hommage. Waouh. Pourquoi pas Paul? Ce serait plus logique. Mais non, on s'en branle. Comme le long speech à la fin du 7ème qui était complètement hors propos. C'était un joli hommage, hein. Mais comme le reste du film, à côté de la plaque, dans son contexte, il rend hommage au personnage alors qu'il est toujours là. C'est complètement con. Et ça représente parfaitement ce qu'est devenu cette saga, ce qui a finalement toujours été cette saga, mais qui maintenant se fait de manière extrêmement sérieuse, premier degré, et est prise de telle manière par beaucoup trop de gens. Je comprends pas. Si quelqu'un a une explication sur l'amour que peut recevoir cette saga, faudra me l'expliquer parce que je n'y comprends plus rien. Bah, écrivez-nous, hein, comme on dit. C'est quand même... c'est triste. Je crois qu'Automoto l'a mis dans son top 3 des meilleurs films de l'année. Ça m'étonnerait pas. Et d'ailleurs, les deux premiers, on ne sait pas ce que c'est. Non. Eh bien, écoutez, Vanishing ça... Point, j'espère. De quoi? Ce serait bien qu'ils aient mis Vanishing Point en premier. Ah bah oui, alors là, pour le coup, il serait allé très loin dans les archives, quand même. C'est très très. Pour ceux qui n'ont jamais vu Vanishing Point, par rapport à Fast and Furious, bah imaginez que Fast and Furious c'est du caca et que Vanishing Point c'est de l'or. Et peut-être que le numéro 2, ça pourrait être la course à la mort de l'an 2000. Mais Ouais. l'original, hein, pas le remake moisi avec Statham encore. Ah, j'aime bien le remake moisi. Ah, je l'ai pas encore vu. Ça mais- reste encore une bouse, hein, comme je disais, tu te dis que c'est de la merde, je vais pas le défendre, hein, mais je le trouve vraiment fun. Ah, ça doit être un film du samedi soir. Hein. Enfin, je l'ai pas vu, Oui. mais voilà. Ça doit bien passer avec un McDo, tout ça. Eh bien... En tout cas, je me souviens que personnellement, le premier Fast and Furious, quand je l'avais vu à l'époque, je sais plus de quand il date maintenant, mais. Putain. je devais 17 avoir ans, je crois, il est sorti il y a 17 ans. Ouais, c'est comme ça, vieux. 16 Hein. ans. Ouais, c'est vieux. Donc j'avais 11-12 ans et j'avais trouvé le film particulièrement compliqué parce que je ne connaissais strictement rien à tout ce qui était mécanique et voiture. Et j'étais totalement paumé en terrain inconnu où ça parlait de choses mystérieuses pour moi. De Ouais, un peu piston. comme quand Final- on regarde Wall Street. C'est un peu C'est ça. ça. C'est la version C'est ça. beauf de Wall Street. C'est un peu le Wall Street de la voiture. Ouais. Eh bien. En tout cas, on apprend des choses avec cette saga et c'est pas le moindre de ses mérites. Bah, quand même. On apprend comment lancer des ogives nucléaires à main nue. Ça, c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. Seb, t'as fini là sur Fast and Furious 8? Complètement, j'aimerais bien que la saga aussi soit finie d'ailleurs. Ouais, ça, on verra ça plus tard quand Hollywood aura bien. Je crois que ça marche très fort aussi sur le marché asiatique, hein, mais bon, ça va. Ouais, bah parce qu'ils ont tué un chinois donc ils sont un peu vénères. Ah, peut-être que pour le prochain, il y aura moins de monde en salle. Bah écoutez, on va passer au deuxième film de Bug. Pour cette émission, j'ai choisi de vous parler de Steve Jobs de Danny Boyle. Donc c'est sorti, et bah, je pensais que c'était plus vieux que ça, mais en fait non, c'est sorti l'année dernière en salle. Et c'est passé complètement... Enfin, moi j'ai eu l'impression que le film était passé un peu inaperçu quand il est sorti dans nos contrées. Et est-ce qu'il a pas un peu pâti de la sortie du film avec Ashton Kutcher qui était sorti un peu auparavant, qui s'appelait Jobs, qui donc avait exactement le même sujet à la base, donc la biographie de ce grand foufou de Steve Jobs. Donc sauf qu'ici, contrairement à Jobs, c'est vraiment une Dream Team qui a été réunie sur le projet. On a Aaron Sorkin au scénario, donc Aaron Sorkin, pour le situer, c'est un peu l'Oscar du meilleur scénario pour Social Network. C'est à la Maison Blanche en série télé, c'est The Newsroom à la télé également. Les hommes d'honneur au cinéma avec Tom Cruise. Tout à fait, entre autres. À la Réa, c'est Danny Boyle qui s'en est occupé. Donc là, il sortait également de l'Oscar du meilleur film pour Slumdog Millionnaire. Alors, T'as réalisateur. pas fait Trans entre les deux Je sais. Oui, Trans qui est tout nul d'ailleurs. Trans est peut-être entre les deux, ouais, t'as bien raison. C'est aussi 28 jours plus tard, Trainspotting et compagnie, donc c'est quand même un bonhomme qui a quand même fait quelques succès. Le Sunshine aussi, donc un peu un touche-à-tout. 127 Mais jamais heures. grand film. 127 heures, s'il vous plaît, monsieur, n'intervenez pas dans ma chronique. 127 heures aussi. Tu parles trop, Bastien, ta gueule. Qui avait trop marché, qui avait pas trop mal marché aux Oscars, si je me souviens bien. Et donc voilà, et en cast, on a Michael Fassbender dans le rôle titre, on a Kate Winslet. Bravo, bravo. Et on a Jeff Daniels et Seth Rogen, que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur, mais qui est ici plutôt supportable. Donc je me lance, je vais vous parler vite fait de ce qui était prévu avant le tournage, parce qu'il y a eu quelques mouvements qui ont eu lieu. Donc à la base, c'était quand même David Fincher qui a été longtemps associé au projet. Vu qu'il sortait de The Social Network, les mecs se sont dit, bon bah on va lui confier également la biographie de Steve Jobs.
Et c'est surtout Christian Bale qui a eu pendant pendant plusieurs années qui a tenu la corde pour le rôle titre. Et puis finalement, Fincher s'est retiré du projet, Bale a suivi, et donc Boyle et Fassbender sont arrivés quasiment en même temps, pardon, et le tournage débute enfin, adapté de la biographie officielle de Steve Jobs, écrite par Walter Isaacson. Donc je vais pas y aller par quatre chemins. Je considère Steve Jobs comme étant un des meilleurs films de la décennie 2010, au moins dans le top 5, assez facilement. Bravo, je suis d'accord. Donc pourquoi ? Vous allez me dire pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Voilà, et bien parce que c'est un projet atypique, messieurs dames. Pourquoi ? Alors donc le personnage principal, c'est le sujet du film, bien sûr, Steve Jobs. Warum, weil das ist ein Mann. Donc le personnage principal, c'est pas comme dans plein de schémas classiques de blockbusters hollywoodiens, un rise and fall. Là, ça c'est plutôt un fall and fall et un petit peu rise à la fin, mais c'est quand même léger. C'est sur plus de 2 heures. Mais un petit peu plus de 2 heures. Mais alors là où le film choisit de jouer la carte du spectaculaire, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans un film à grand budget, c'est pas du tout dans ces séquences, on va dire, où on pourrait l'attendre. Hein. C'est dans des dialogues extrêmement enlevés et rythmés. Donc là, c'est la patte Aaron Sorkin à fond les ballons. Et avec une structure narrative en 3 points. Qui précède à chaque fois la présentation d'un des produits estampillés Steve Jobs chez Apple. Donc la première partie se situe en 84, la deuxième en 88 et la dernière en 98 avec la présentation de l'iMac. Donc toutes ces 3 parties à chaque fois se déroulent donc juste avant la présentation à la presse de cet objet. Et, je pense que la plupart des projets de films qui auraient fait ça se seraient concentrés essentiellement sur la présentation des objets, faire un truc hyper épique avec une emphase verbale dingue. Sauf que non, Sorkin prend complètement le contre-pied de ça et lui il choisit de situer tous ces passages donc juste avant ces passages-là. En filigrane, on a la relation avec sa fille Lisa, qui est très, très complexe. Et là où c'est aussi très atypique, c'est que le climax émotionnel du film, pour moi, il intervient quasiment à la moitié du métrage, lors d'une joute verbale, mais complètement orgasmique entre le personnage de Jobs et celui de John Scully, interprété par Jeff Daniels, qui est également le PDG d'Apple à ce moment-là. Et là où il y a un des gros points forts du film, pour moi, c'est que la mise en scène de Boyle, sur quasiment tout le projet, sur tout le métrage, pardon, elle est hyper discrète. Moi, je la trouve très discrète. Elle sait se mettre en retrait vis-à-vis du scénario. Et justement, l'écriture est déjà tellement balèze et tellement rythmée que, à part quelques séquences en plan, justement quelques plans séquences, quelques travelling un peu, c'est surtout au début, j'ai surtout des souvenirs de plans séquences au début du film, et après ça va complètement disparaître sur quasiment la totalité du métrage, et du coup c'est vraiment l'écriture de Sorkin qui est très particulière quand même, qui fait le Jobs. D'ailleurs dans ce film Steve passe le plus clair de son temps à s'engueuler avec tous ses collaborateurs. Donc Steve Blow Jobs. T'en as beaucoup comme ça? Oui, il y a des gens qui lui filent un coup de main aussi à Job, et du coup non, pardon, revenons à nos moutons. Donc ce que je voulais dire quand même, c'est que là où c'est un projet assez atypique, c'est que c'est au niveau technique. Boyle et son chef opérateur Alvin Kuchler, ils ont choisi d'illustrer les 3 parties en utilisant 3 formats différents. Alors je sais pas si vous l'aviez remarqué quand vous avez vu le film, les garçons, mais alors moi par exemple ça m'a absolument pas choqué. J'ai pas du tout remarqué par exemple que la première partie avait été filmée en 16 mm, que la deuxième avait été filmée en 35 et que la dernière avait été filmée en numérique. Donc c'est quand même je sais pas, ça vous avait
Vous l'aviez... Personnellement, ça m'a pas forcément marqué, mais j'étais au courant de ça. Ouais. Et c'est en complète adéquation avec l'idée du film en Bah, 3 voilà. actes sur la présentation des produits. Des produits, Des quoi. produits, ouais, tout à fait. Et surtout, en fait, la perfection de Jobs, quoi. Le fait de le filmer en numérique qui donne vraiment quelque chose d'extrêmement léché. Finalement, c'est exactement ce qu'est les produits Apple maintenant. Ce qu'ils voulaient, ouais, effectivement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans la BO, parce que la somptueuse BO composée par Daniel Pemberton utilise un peu le même système au niveau technologique. Par exemple, pour la première partie, il a utilisé des synthétiseurs datant du début des années 80. Je sais qu'après, pour la partie qui se passe à l'Opéra de San Francisco, il s'est concentré en utilisant plus des instruments plus nobles, entre guillemets, avec des violons, et voilà, donc avec le fameux passage qui s'appelle Revenge. Et la dernière partie du film qui a été entièrement composée sur son iMac. Donc voilà, on peut dire que pour moi tout le métrage est d'une cohérence jusqu'au boutiste absolument dingue. Ça colle parfaitement effectivement, comme venait de le dire Seb, au profil de Steve Jobs. Et c'est surtout que le film dresse un portrait mi-fasciné, mi-répulsé du personnage, et que quelle que soit l'opinion que l'on s'est déjà fait sur Jobs, le film renforcera ses arguments. C'est ça que je trouve très balèze, c'est que le portrait est très complexe et très roublard, et ça en fait un personnage de cinéma mais absolument inoubliable. Et petite cerise sur le gâteau, je trouve que le plan final de Danny Boyle est absolument génial. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, désolé, je vais très légèrement vous spoiler. Jobs est sur scène. Sa fille est en coulisses, donc pendant tout le métrage, ça a été une relation extrêmement complexe. Voilà, je vais vous faire vite fait. En gros, il a refusé d'accorder sa paternité à sa fille pendant des années. Après, au bout d'un moment, il lui a accordé forcément. Sauf que il y a toujours eu des petits problèmes. Et là, donc pour le dernier plan, ils viennent de se rabibocher de façon très, très aléatoire et concernant les aspects de Jobs, qui a quand même dit à sa fille qu'il était un peu comme ses produits, qu'il était mal conçu pour certains. Donc le dernier plan, j'en viens à ça, c'est que sa fille est en coulisses, lui est sur scène, lui se rapproche vers sa fille, et plus il se rapproche de sa fille, et plus il devient flou. Et voilà, et moi j'ai trouvé le plan absolument bouleversant, et pour moi c'est résumer le personnage de Steve, c'est l'idée que je me fais de Steve Jobs. Plus on se rapproche du bonhomme, et plus il devient quelque chose d'éthéré, quelque chose de flou, de trop complexe pour qu'on puisse le saisir complètement. Et c'est pour ça que j'ai trouvé le dernier plan complètement dingue. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire sur ce film, que je porte très fort dans mon cœur. Les garçons, je sais que vous l'avez vu. Bastien, t'as pas été particulièrement convaincu, ouais, toi? moi j'ai du coup l'impression d'être passé un peu à côté du film quand je t'en entends parler. Moi, quand je l'ai regardé, je me suis en fait assez ennuyé en fait pendant tout le métrage. Alors déjà le sujet de base aussi c'est pas quelque chose qui me porte particulièrement, le personnage de Steve Jobs et tout ce qui tourne autour de la technologie. Pour ceux qui connaissent mon téléphone portable peuvent comprendre pourquoi je me fiche totalement de cette évolution. Mais après, le personnage de Steve Jobs en lui-même aurait pu être intéressant, mais c'est le problème de Aaron Sorkin, c'est que pour ceux qui connaissent un peu le travail du bonhomme, c'est le fameux système du walk and talk, où les personnages marchent tout en parlant, donc et c'est des tunnels de dialogue. Et là, j'en pouvais plus pendant le film. C'est limite, t'as l'impression de voir une pièce de théâtre, vu que comme tu disais, la mise en scène de Boyle est assez discrète en plus. Ouais. Au moins Tarantino, quand il nous fait des tartines de dialogue, il fait du cinéma avec ça, alors que Boyle, lui, se contente d'illustrer juste les dialogues de Sorkin. Et là, moi, c'était vraiment... j'en pouvais plus. Il y a en plus des choses que je ne comprends pas forcément dans ce qu'il expliquait. Et pour moi, Danny Boyle, en plus, comme je disais, n'a jamais fait de grands films. Et avec ce film-là, il passe encore... je pense que Fincher aurait fait vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant. Peut-être que justement, en ayant déjà fait Social Network, il aurait peut-être eu un peu de redite. Oui, il y aurait une redite. Mais Seb, par contre, toi, t'es plus de mon côté. On va dire que comme d'habitude, Bastien dit n'importe quoi. Cette petite merde. Non, mais je comprends qu'effectivement, pour quelqu'un qui... Mais, moi, j'ai trouvé ça tellement bien rythmé et compagnie que les 2 heures sont passées à une vitesse, mais dingue, quoi. Et à aucun moment, j'ai trouvé ça long, quoi.
En fait, le projet, je le trouve super intéressant déjà à la base parce que c'est pas un biopic habituel. Tu parlais de Jobs avec Kutcher, où on te raconte une vie où on s'en bat les couilles complètement. Enfin, je m'en fous moi qu'on me raconte tout genre de détails, où on se fait chier à mettre la bonne perruque au mec et les bonnes lunettes pour qu'il ressemble. Ici, tout ça, ils s'en foutent. Bon, après, si t'aimes pas Sorkin, forcément, ça va jouer contre toi sur le film. Mais moi, en tant que grand fan de Sorkin, j'ai vu du pur Sorkin. Quand tu parlais de cette séquence de 9 minutes, la confrontation entre Fassbender et Daniels, absolument majestueuse, avec la BO derrière qui est hallucinante. C'est pas juste deux personnages face à face en train de parler, c'est deux personnages en train de résoudre des problèmes d'un truc qui s'est passé quelques années avant. C'est ça, et voilà, la scène est entrecoupée par les événements. C'est extrêmement donc, complexe. Tu arrives sur deux timelines différentes, puis t'as un truc qui jump, et à chaque fois que t'arrives sur un flashback, ça continue de te raconter l'histoire, et t'es jamais perdu. C'est 9 minutes où il n'y a pas une seconde de silence en termes de dialogue. Ça y va à fond, et tu sais toujours où t'es, et c'est la grande force de Sorkin. Moi, cette séquence pour moi, c'est le Mad Max Fury Road des dialogues, quoi. Il y a eu un gros travail de montage aussi, sur tout le film, c'est assez dingue. J'étais KO moi après cette scène, c'est hallucinant, et en réécoutant la BO à part, rien que d'écouter le morceau Revenge, pareil quoi, c'est un morceau de 9 minutes qui te met KO, et je trouve que c'est assez hallucinant. Kate Winslet a gagné plein de prix pour son rôle, et c'est complètement mérité. J'aurais voulu voir Fassbender en gagner tout autant, mais bon après moi je m'en fous un peu des Oscars et tout ça, mais Winslet a eu, et pour moi on va dire que c'est un prix de groupe quoi, mais c'est vraiment un putain de film quoi. Je suis pas un grand fan de Boyle non plus comme Bastien. Par exemple Trainspotting qui est son film culte absolu, je déteste ce film, j'ai vu le 2 qui est pour moi une merde absolue. Mais là je dois t'avouer, putain, je me suis pris une claque monumentale quoi. Je pense que c'est son meilleur travail. Enfin moi de ceux que j'ai vus, c'est ceux que je préfère, et d'assez loin, 28 jours plus tard et derrière, mais je suis pas non plus un grand fan de Boyle, clairement. Mais après, le souci que j'ai avec 28 jours plus tard, c'est d'avoir filmé à la DV, qui fait que c'est très moche à regarder aujourd'hui quoi. Peut-être qu'effectivement ça a pris un coup de vieux depuis tout le temps. Ouais, méchant. Mais après Boyle a au moins le mérite d'essayer plein de genres différents, et des fois il se plante, des fois ça fonctionne plus ou moins. Au moins il prend des risques. C'est quelque chose que je respecte chez lui quand même. Après, l'autre point fort, et après j'arrêterai, de Steve Jobs, c'est que Aaron Sorkin s'en fout, comme sur The Social Network, s'en fout complètement de la réalité. Il disait dans une interview, évidemment, qu'avant chaque lancement de produit, il n'y avait pas une dispute avec tous ces mêmes personnages. Bah oui, bien sûr. Mais il a complètement réinventé le truc. La réalité, on s'en fout. Il fait un film, et c'est ça pour moi qui est important. Par exemple, je déteste Claude François, j'aime beaucoup le film Clo-Clo. Je regarde pas le film en me disant c'est un film sur Claude François. Je me dis c'est un bon film de Florent Emilio Siri. C'est tout ce qui compte. Si j'aimais pas Johnny Cash, j'aurais la même sensation sur Walk the Line. Je m'en fous complètement que ce soit basé sur des faits réels. En l'occurrence, souvent tu vas te retrouver à être obligé de faire du cinéma. Tu peux pas raconter la vérité si elle n'est pas intéressante pour dessous. Et c'est complètement ce que fait Sorkin ici, et je trouve que c'est absolument brillant quoi. Parce que reprendre vraiment les mêmes personnages, Bastien parlait de pièces de théâtre, je suis pas forcément contre cette idée quoi. C'est carrément ça. Moi, Aaron Sorkin, il me fait une pièce de théâtre, j'y vais et je vais halluciner quoi. Les dialogues sont ciselés, les acteurs sont parfaits, et c'est absolument brillant. Et ouais, effectivement. Pour moi, ce que Sorkin a fait de mieux, c'était Studio 60, on en a déjà parlé, je crois, dans l'émission, et avec Matthew Perry, et qui là, pour le coup, était un sujet. Ça tourne autour de la télévision et des, je sais plus comment on appelle ça, tout ce qui est Saturday Night Live, les émissions des late shows. Ouais, les late shows, ouais. Et là, je trouvais que pour le coup, ça me parlait, parce que Sorkin fait quand même un peu tout le temps la même chose. Il prend toujours un peu des génies misanthropes dans ses personnages. Et là, c'était pour le coup, j'avais trouvé ça très réussi. Est-ce qu'il n'arrive pas justement à se projeter dans ce genre de personnage? Parce que si j'ai bien compris, le mec est quand même très bizarre. Et je me souviens d'avoir lu une interview de lui où il disait que quand il écrivait des dialogues, ça lui arrivait de prendre 10 douches dans la journée. Mais c'est peut-être en rapport aussi avec la coke qui s'envoie dans le nez. Non, il a arrêté la coke. ou alors qu'il prenait à l'époque.
Moi, ce Avec... que j'ai lu de lui dans sa manière d'écrire, c'est qu'il joue les personnages au moment de l'écriture. Et en tant qu'auteur, excusez-moi de la ramener encore, je comprends tout à fait parce que c'est un truc que je fais aussi. Sans vouloir non plus me comparer à ce génie parce que j'ai pas un tiers de son talent, mais Ah, tu prends c'est des un truc douches? que je fais aussi. C'est en train Oui, de... je prends souvent des douches et Ah. j'interprète mes personnages. D'accord. Eh bien, très bien. Merci, messieurs les nantis. Eh bien, bah écoutez, bah pour moi, allez-y. Hein, franchement, donnez-lui sa chance en vidéo parce que je crois que même à l'international, le film, il a juste remboursé ce qu'il avait coûté. J'ai vu ça en préparant la chronique là, que voilà, il avait juste rentabilisé son budget de base. Donc, bah ouais, franchement, ouais, et ça fait mal au cul quand on voit la qualité qu'il y a. Donc voilà, foncez-y, matez-le n'importe comment et écoutez la BO aussi, elle est assez superbe. Donc on va passer à la dernière partie de l'émission et c'est le vrac de Bastien, c'est à toi. Ouais, j'ai bien bouloté là dernièrement, j'ai regardé pas mal de choses. Et donc j'ai décidé de m'arrêter sur 4 visionnages pour cette émission, ceux qui m'ont semblé le plus pertinent, ce qui m'a interloqué, j'ai envie de vous dire. Car vous parlez du dernier Schwarzenegger ou du dernier Van Damme, je suis pas sûr que ce soit très intéressant au final, donc j'ai ciblé de quoi j'allais parler. Si je peux me permettre, dans Aftermath, puisque j'imagine que tu fais référence Ouais. à ce film-là, j'ai pas compris le rapport avec les maths. C'était pour la blague. Voilà. Merci. Alors, je vais vous parler de Utopia, Ah. une série anglaise de 2 petites saisons diffusée en 2013-2014, donc ça fait déjà un petit moment, Ouais. et ça a été créé par un certain Denis Kelly. Donc j'étais passé à côté à l'époque, et suite à tes chaudes recommandations, Tony, je me suis lancé Ouais. dans la série, et effectivement ça a le mérite que l'on en parle. Alors l'histoire, pas facile à expliquer, hein. C'est en gros, C'est clair. en gros un groupe de personnages qui va se retrouver au cœur d'un conflit, en proie à une organisation de personnages Mhm. qui cherchent à récupérer une BD Ouais. que possèdent les personnages. Et dans cette BD, en fait, se cachent des secrets qui pourraient bien cacher, qui pourraient bien changer la face de l'humanité. Et Tout je à m'arrête là au risque d'en dire beaucoup Ouais. trop déjà. Alors pourquoi Utopia, c'est bien? Bah déjà par son style, c'est une série qui a vraiment son univers, qui invente ses codes très vite, car ça reste une série très courte, hein, seulement 12 épisodes, et pourtant Ouais. Utopia impose sa marque, que ce soit déjà visuellement, t'as des couleurs saturées, Ouais, grave. que ce soit aussi dans sa mise en scène et dans son rythme, qui font beaucoup penser à l'univers de la bande dessinée, et moi je dirais même du manga, avec cette violence graphique appuyée et ses personnages très stylisés. Ouais. C'est simple, pour moi Utopia c'est le parfait exemple d'une transposition live d'un manga, alors que ça ne part pas d'un manga à la base. Mais si ça avait été un manga, ça serait pareil. Alors Utopia en plus n'a pas peur d'aller assez loin, de choquer, d'avoir un propos, un fond assez subversif, Ouais, clair. car comme je l'ai lu quelque part, et je trouve ça très juste, c'est quand même une rare série où tu peux être d'accord avec les méchants en fait, avec ce qu'ils pensent. Ouais, c'est vrai. Et je pense que Seb t'aimerait beaucoup hein, leur projet. J'ai vu la série. Ah, tu l'as vu? Ah, je crois que tu ne l'avais pas vu. J'ai complètement oublié. Je connais plus le plan des méchants. J'ai tout oublié. Oh putain, merde, t'étais pas bien, hein, parce que quand même. J'ai trouvé ça extrêmement chiant, mais je vais laisser Bastien. Ouais. Et d'ailleurs, ce fameux propos, c'est une des choses qui pour moi a dû expliquer l'arrêt de la série. Parce qu'apparemment il y a des mauvaises audiences aussi, mais je trouve que la série elle devait être aussi trop dérangeante pour une chaîne du service public comme Channel 4 qui diffusait la série. Je pense que malgré toutes les qualités indéniables du show, il le savait, mais il devait pas trop savoir quoi en faire de cette série. Du coup, à la fin de la saison 2, c'est pas vraiment une fin en soi, et ça je le savais pas moi avant de regarder la série. Je croyais que c'était une série arrêtée de sa bonne mort. Et en fait non, ça aurait pu continuer, mais c'est très bien aussi que la série s'arrête à ce moment-là, au risque de faire un peu n'importe quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, la fin quand même elle est correcte, c'est pas la meilleure fin Ouais. possible, mais ils ont bien fait d'arrêter, enfin disons que là c'est satisfaisant. Ouais. La musique d'Utopia, alors son nom, Cristobal Tapia des Vente Verts. de bière ou un truc comme ça là, ouais. De bière, ouais.
apporte beaucoup aussi à l'ambiance générale de la série, je trouve. Hein. C'est de la musique technologique, comme disent les yeux. Ça rythme vraiment les images et ça renforce la modernité du show, qui apparaît aujourd'hui comme une série un peu en avance sur son temps. Je trouve que par exemple Mr. Robot lui doit beaucoup dans son style. Ouais. Même si c'est pour ça que j'aime pas. Mais Utopia est beaucoup moins prétentieux et beaucoup plus pop dans sa représentation. Ouais. Mais il y a une vraie filiation entre les deux séries, je trouve. Ne serait-ce que dans les intros des épisodes, où tu as une séquence comme ça, un peu à part, qui est là pour te choquer. Et là, tu as le titre de la série qui apparaît en gros à l'image avec le thème du générique. Et les deux séries font exactement la même chose. Donc regardez Utopia si vous êtes jeune dans votre tête. C'est prenant et assez surprenant. Ouais. Quand les révélations tombent, ça fonctionne bien. Il y a des personnages vraiment sympatoches. Hein. Mention spéciale à Raisin Boy, qui a une trajectoire formidable. C'est le Vegeta de la série, si je puis dire. Mention spéciale aussi au premier épisode de la saison 2, un épisode flashback que j'ai adoré, qui explique plein de choses. On est vraiment là au cœur de la série, tiraillé entre les sentiments humains et la cruauté de l'histoire avec un grand H. Donc, amis complotistes, vous allez adorer cette série. Je crois d'ailleurs savoir que Alain Soral l'a placée aussi dans son top 3 des meilleures séries télé de tous les temps avec X-Files. Tony, toi aussi, donc... complètement. Effectivement, c'est vraiment une série aussi. Tu l'as dit, qui est très radicale dans son propos, et je pense qu'effectivement, il y a de ça aussi qui a joué sur son annulation. Donc la série, il faut le dire, elle est dispo sur Netflix pour ceux qui ont Netflix, et sinon il y a une édition DVD qui est sortie chez nous, éditée par Studio Canal, mais si j'ai bien compris, c'est une version censurée. Ils ont enlevé un petit peu de violence de la série, et Dieu sait qu'il y en a. Donc il faut se tourner vers l'import comme souvent. Ensuite, effectivement, c'est très atypique dans sa mise en scène aussi, c'est très coloré. Effectivement, il y a certains aspects qui font penser à Mr. Robot, mais si Mr. Robot avait enlevé en fait toute la couleur de Utopia. C'est un peu ça. Et qu'est-ce que je voulais rajouter aussi sur ce que tu avais dit, c'est que effectivement ça fait penser à un manga, effectivement. Et moi aussi je sens, et alors là pour le coup, ce que je comprends pas, c'est que Seb est un grand fan de ces gens-là, mais moi ça m'a fait penser un peu à l'univers des frères Cohen. Au niveau de la violence et des personnages aussi qui sont un peu des losers magnifiques. Moi j'ai pensé à Tarantino aussi. C'est un peu la même veine. C'est un peu dans cet esprit-là, et effectivement, ça vaut le détour. Franchement, moi aussi je recommande chaudement. Mais alors Seb, toi par contre non alors. Je peux pas vraiment te dire que j'ai trouvé ça mauvais, puisque comme j'ai dit, j'en ai aucun souvenir. Je me souviens que j'avais trouvé la mise en scène classe, c'est sûr, mais j'avais trouvé aussi ça extrêmement chiant et très poseur. Et du coup, je me souviens vraiment de que dalle, à part cette histoire de BD là qu'ils veulent récupérer. Mais c'est tout quoi. Je vais probablement essayer de la revoir puisque c'est sur Netflix, mais j'en ai aucun souvenir positif des peu de souvenirs que j'ai. Il y a quand même, on peut spoiler très légèrement en disant qu'il y a quand même une sorte de complot qui vise à réduire la population mondiale. Donc voilà. Oui, déjà j'en ai probablement trop dit, je m'en excuse, mais je trouve que ça donne envie de regarder. Parce que c'est un projet noble, monsieur. Exactement. Et il faut juste, sauf si tu veux passer tout de suite à autre chose, je voulais juste dire qu'il y a une adaptation américaine qui est dans les tuyaux depuis des années déjà, et que Fincher est derrière, donc ça prouve un peu. Tu as ma transition toute. Ouais, c'est mort. Hein, ça. Ah, c'est mort, ça a été enterré. C'est mort. Ça revient. Ouais. Bon. Apparemment, ça coûtait trop de bonbons et HBO parce que c'était sur HBO et ils ont refusé le projet de Fincher. D'accord. Ok, c'est Mais bon. Tu as ma transition qui est toute faite, puisque tout est lié dans la vie. David Fincher, qui devait faire ce remake d'Utopia, Fincher, rappelons qu'il est à l'origine d'un autre remake d'une série télé avec House of Cards, dont je vais parler maintenant, puisque la 5e saison, est arrivée sur Netflix il y a peu. Alors, j'ai jamais été un gros fan de la série, mais avec sa saison 4, j'avais retrouvé un certain sens du divertissement en le regardant, que la série avait perdu en plus en cours de route, je trouve, ou alors je l'avais
pas bien saisi, et c'est même pourquoi il y a longtemps eu un malentendu entre cette série et moi, c'est que quand je l'ai commencé, je m'attendais à voir un truc assez sérieux et intelligent sur la politique, avec quand même le personnage du sociopathe qui devient président. Mais en fait, la série est beaucoup moins subtile et précise qu'elle le laisse paraître, hein, s'enfonçant dans la pantalonnade la plus totale dès qu'elle le peut, pour donner un semblant d'intérêt à ce qui se passe, et surtout pour pouvoir continuer la machine, la vitrine de Netflix, j'ai envie de dire. Parce que la série n'a quand même plus grand-chose à raconter. Et donc quand vous comprenez que House of Cards est fait, il faut le regarder comme un simple divertissement, on se sent tout de suite mieux. Donc moi avec la saison 4, j'étais diverti. Je mangeais tranquillement mes pistaches devant, car il y avait à la clé un affrontement pour la présidentielle entre Underwood, qui est donc un démocrate, et il y avait un petit jeune républicain en face de lui, interprété par Joel Kinnaman, le Robocop du remake. Donc un match de catch en perspective, on s'amuse, et encore un peu au début de cette 5e saison, et puis soudain, patatrac, on arrive au bout de ça, et même tout ça pour ça. Aucune rigueur dans le comportement des personnages, qui peuvent disparaître d'un épisode à l'autre, puis ce sentiment qu'on n'a rien changé au final, que la série ne prend aucun risque, que ça pourrait durer 36 saisons comme ça et qu'on s'en fout en fait, car ça fait bien longtemps qu'on n'a plus rien à carrer de tous ces personnages, tous plus pourris les uns que les autres, et qu'on attend juste le moment où le château de cartes va tomber. Petit applaudissement, House of Cards, château de cartes, vous l'avez ? Merci. Ennui profond devant cette saison 5, pas divertissante pour un sou, hein. Faudrait que ça parte en vrille vraiment maintenant. Quitte à mettre un tigre à un moment, je sais pas, un petit jumping to the shark. Mais là, on est très loin à la Maison Blanche, justement, de West Wing d'Aaron Sorkin. Oui, tout est lié. House of Cards a le cul entre plusieurs chaises et n'arrive à être nulle part, en fait. Même pas subversif, alors qu'avec l'arrivée de Donald Trump dans notre réalité, on aurait pu croire que la série allait se laisser pousser des ailes et allait faire un double niveau de lecture. Mais en fait, c'est extrêmement prude. On a l'impression de voir un éléphant dans un magasin de porcelaine, et moi j'ai envie que l'éléphant il fasse tout péter. Marre de voir cette porcelaine de mauvais marché qui plus est. Alors la médiocrité de cette 5e saison peut aussi peut-être s'expliquer par le départ du showrunner historique de la série qui est parti. Ah oui, quand même. Ouais, donc ça peut avoir une incidence. Et donc j'ai peur pour la suite de la série qui va encore continuer. Mais en gros, cette saison 5 de House of Cards, c'est caca. Next, les garçons. Ouais, bah ouais, carrément. Next. Non, je voudrais juste revenir 2 secondes parce que Bastien a parlé de pistache et personne n'a fait une référence à Dumb and Dumber. Je suis extrêmement déçu. Mais, J'ai cru que la perruche était muette. Ouais. Alors next, passons un peu au cinéma. Va falloir que je garde ma crédibilité après avoir cassé Jobs et en censant peut-être 2 films qui le méritent peut-être pas tant. Mais allons-y gaiement. Alors, premier film, La 9e vie de Louis Drax, de l'ami Alexandre Aja. Alors, drôle de film que ce Louis Drax dans la filmographie de Aja, qui, comme chacun le sait, était plus tourné vers l'horreur et la tripaille. Ici, on est plus dans le thriller teinté de fantastique, sorte de drame du mardi après-midi pluvieux sur TF1, mais en mieux. Et aussi sorte de conte désenchanté sur l'enfance à la Del Toro, mais en moins bien. Alors, à savoir que le film... Vraiment moins bien. Alors, à savoir que le film a fait un tel four aux USA qu'il est sorti directement en DVD chez nous. Et je trouve cela quand même bien dommage, car le film est loin d'être génial, mais il est suffisamment honnête et bien troussé pour qu'on s'y attarde. C'est un film tellement difficile à caser qu'il ne cible en fait aucun public. Et en même temps, ça va être la grande force de ce qui va s'extraire de tout ça. On pourrait croire au premier abord que c'est un film pour les gosses, mais pas du tout, puisque le point de vue est quand même foncièrement adulte. La grande malchance du film aussi, c'est d'être sorti après quelques minutes après minuit de Bayona, qui a des points de convergence avec ce film, mais Louis Drax est malheureusement bien moins puissant émotionnellement. C'est bon. Il est peut-être moins putassier aussi, non? Techniquement, il est sorti avant en fait aux États-Unis. Parce que moi, je l'ai vu l'année dernière, donc. Mais moi je pense qu'il n'y a pas aussi, enfin juste je crois avoir lu qu'il n'y avait pas que aussi dû à son échec, hein, la non sortie en salle, c'est aussi un problème de distribution à la con qui arrive régulièrement. Mais Aja du coup il se dirige vers ses personnages et leurs émotions, et ça lui va plutôt bien, cette sensibilité un peu à la Peter Jackson comme il le fait occasionnellement.
Ouais, je sais, on est reparti là dans le name dropping, les gars, mais bon. C'est comme ça. Alors, est-ce que tu vas placer le problème- Stephen King à un moment? Bah non, je me suis interdit de le faire. Ah, c'est bien. Le problème du film, c'est aussi son rythme. Je sens que Seb a eu ce problème-là. C'est que c'est un peu mou par moment et ça manque de fulgurance, d'une vraie originalité. Et c'est tout le paradoxe du film, parce que c'est un film original dans l'industrie du cinéma, mais pas exécuté avec une réelle originalité en fait. Avec ce genre de film, faut frapper extrêmement fort en général. Et là, j'ai pas été touché en plein cœur personnellement, même si je trouve le film fort intéressant en demeurant. Donc voilà pour La 9e ce vie film de Louis Drax. Et enfin, autre drôle de film dans la carrière de celui qui l'a fait, avec, attention, le rock'n'roll du pas forcément l'ami cette fois, Guillaume Canet. Oh putain. Putain. C'est quoi Film... cette émission de merde? On commence par Fast and Furious et on finit par Guillaume Canet. Ah, Bordel. les gars, c'est un pur film bug dans la filmographie du garçon. C'est-à-dire que personne n'est allé le voir. Bah c'est ça, ça a été en plus un échec financier pour Canet. Donc vous voyez c'est quoi le film hein. C'est en gros Canet qui joue son propre rôle et qui pète un câble parce qu'il vient d'avoir 40 ans et il est vu comme un acteur pantouflard et donc la jeune génération derrière prend sa place et donc il veut redevenir un peu rock'n'roll. Et il y a Marion Cotillard dedans qui joue aussi son propre rôle et donc il y a leurs histoires de couple à eux deux. C'est le Donc, moment de ressortir ma blague de Marion Cotillard. Oh non, non. Qui m'a fait beaucoup rire. Et qui me fait toujours beaucoup rire aujourd'hui. Le risque de ce genre de film étant donc de faire un film nombriliste, qui ne fait rire que le petit cercle présent, et il y a un peu de ça malheureusement. Ça sent la private joke par moment, mais comme chez nous à Bug, ce n'est pas que ça. À la fin du film, j'étais bien embêté les garçons, sur ce que je pensais du film réellement. Et ça c'est plutôt bon signe quand je suis interloqué. Ouais. 20 minutes avant la fin du film, je t'aurais dit c'est une merde, c'est pas drôle, et au final je me suis dit à la fin, c'est pas si simple que ça. Canet il va quand même au bout du truc et ça le rend attachant son projet. On sent la sincérité du gars car c'est totalement suicidaire comme film dans sa dernière partie qui même si elle est longuette, hein, elle reste ce qui est le plus intéressant pour moi. Alors je vous en parle sans dévoiler le truc qui se passe. Oh, mais tu Mais peux, hein. Ouais, Ouais, bon, moi personnellement, ça me pose pas de problème. en fait Pareil. donc Guillaume Canet doit pour rajeunir fait de la chirurgie esthétique au niveau du visage et il fait du sport et en fait sur les 30 dernières minutes tu le vois vraiment évoluer progressivement et la chirurgie esthétique change vraiment son visage puis il a un corps très, très athlétique. Est-ce qu'il devient Christophe Lambert à la fin? Non, mais Ah. du coup il est totalement méconnaissable. Dommage. Je pense que pour plein de gens quand ils ont vu ça ils se sont dit ça y est Canet il a pété un câble et il fait son gros nanar quoi. Sébastien, je pense que tu diras ça quand tu verras le film. Alors que non, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est autre. C'est une proposition qu'on ne voit pas trop dans la comédie française. Quentin Dupieux, si tu nous écoutes. Ici, on n'est pas trop dans la comédie poète-poète qui cherche absolument le rire. Et c'est un peu dommage aussi parce que le film manque cruellement de trucs drôles. Cotillard dans le film, elle doit tourner dans le prochain Xavier Dolan. Donc en fait, pendant quasiment tout le film, elle utilise un accent québécois pour s'entraîner. Et donc c'est le truc qui est marrant 30 secondes, mais bon, quand tu te le tapes sur quasiment tout le métrage, il y a un moment, t'en as plein les burnes. Et puis en plus, moi qui me suis raciste des accents en plus, j'en avais marre. Mais Canet... Même pas Michel Leb donc. Mais Guillaume Canet, il tente vraiment un autre truc. Pas forcément avec du fond d'ailleurs, comme on essaye de nous le faire croire, mais quelque chose de jusqu'au boutiste, de réellement con, mais avec toujours un cœur qui bat derrière. Ce qui rapproche le film d'un Step Brother avec Will Ferrell. Ah, carrément. Ouais. Alors, on sent que Canet il s'amuse et il nous évite au final un truc un peu trop avec plein de guimauve à la fin. Il tourne autour de ça quand même, mais après il va quand même pas dans le trash non plus. Pour que le film soit plus réussi, je pense qu'il aurait dû faire quelque chose de plus poussé, de plus rock'n'roll, comme le titre l'indique, encore plus loin. Parce que le rock'n'roll de Guillaume Canet, c'est téléphone, hein, donc il sent plus la chaussette Que la bière. que le fond du slip, si vous avez l'image. Ouais. Alors oui, il y a une blague dans le film,
Je vous la grille car c'est quand même le facepalm assuré. Je me suis dit non, tu peux pas faire ça, Guillaume, c'est quand même du cinéma. Il y a un moment, on peut pas se permettre tout. Bah, il le fait quand même. Donc, pour vous donner le niveau du con du truc, il y a Johnny Hallyday qui joue dans le film, et donc son propre rôle. Et à un moment, t'as Canet et lui qui discutent dans le salon. Et là, t'as Johnny qui se lève et qui dit wow, mon imitation de Johnny Day. Wow, je vais allumer le feu maintenant. Et donc là, il s'en va, il va allumer sa cheminée en sifflotant allumer le feu. C'est ça la blague? C'est ça le blague? C'est ça une blague. Non. Je suis fan personnellement. Alors Johnny, on le voit peu dans le film, hein, il a quasiment qu'une séquence, et c'est bien dommage car il a un potentiel comique incroyable. Mais il est très bien dans Jean-Philippe. Ouais. D'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est lui qui a le droit, pour moi, au meilleur gag du film, qui est carrément un gag tout droit sorti de Hot Shot. Et je pense que de faire de Johnny le amiral Benson du film, ils auraient dû le faire. Il en a l'étoffe en tout cas. Enfin, jetez un œil si vous avez l'occasion. Ce sera pas un film culte, hein, mais il y a quelques petits trucs qui font plaisir à voir et dont on se souviendra. Et comme je suis quelqu'un quand même de foncièrement gentil, je préfère voir les qualités que les défauts du film. Voilà les garçons, en vous remerciant. Merci. Merci à toi. Du coup là, je vois qu'on est à peu près à 1 heure d'émission. Alors maintenant, on peut partir un peu en roue libre, chers auditeurs. Je vais juste rajouter 2-3 trucs pour conclure sur la deuxième partie de la saison 1 de Designated Survivor, parce que j'en avais touché 2 mots sur la première partie. Donc la deuxième partie, comme on pouvait malheureusement s'y attendre, ça ressemble à un gros ventre mou. Donc étiré sur 10 épisodes, et il y a surtout un truc qui m'a fait mourir de rire et facepalmer puissance 1000 dans le tout dernier épisode, donc j'y vais franchement aussi les ballons pour le spoiler. Donc notre amie Anna Wells, qui est agent, se retrouve avec un camion dans le parking du FBI, donc un parking souterrain. Et donc au début du dernier épisode de la saison, elle arrive à en sortir, et c'est là qu'on constate que le parking souterrain du FBI est aussi bien gardé que le parking du Carrefour de Saint-Étienne-du-Rouvray, vu que c'est porte ouverte à tout le monde. Et voilà, c'est le genre de truc tu te dis ah ouais quand même, ça va très loin. Et pour vous dire, j'ai vu le final il n'y a pas si longtemps, et je me souviens pas trop de comment ils vont essayer de relancer l'intérêt pour la saison 2, et je suis pas sûr d'en être. Donc voilà, la première partie était plutôt pas mal, la deuxième partie c'est pas trop ça, on va dire. J'ai bien fait d'arrêter au bout de 3 épisodes quoi. Il fallait faire une seule saison, et puis voilà quoi. Mais là le parti pareil, le problème c'est qu'ils sont partis dans des délires complotistes, par contre là qui feront moins plaisir à notre ami Alain Soral, mais ça va plaire à une fange de la partie des spectateurs américains, à n'en point douter. D'ailleurs la série marche très fort là-bas, hein, si je m'abuse. Donc voilà, je vais vous poser une question les garçons. Comme on a évoqué Steve Jobs, j'ai envie de vous demander quel est le meilleur biopic que vous ayez vu dans toute votre cinéphilie. J'en ai un qui m'est venu immédiatement en tête quand tu as dit biopic. Et vas-y. effectivement, c'est le Amadeus de Milos Forman. Ça fait extrêmement prétentieux de dire ça du coup, mais... Excellent choix. Bah ouais. Moi je vais aller sur Walk the Line. Ah carrément. Ouais. Ah, un choix surprise, parce que pour le coup, moi celui-là, je l'ai pas vu, mais c'est bizarre, il me tente pas plus que ça. Ça a l'air d'être un peu pompeux, non? Non, pas trop, c'est bon. Ah ouais. Non, Bonne chanson, il y a un bon Joaquin Phoenix, il y a un bon James Mangold à la Real. Non, c'est bien. Ok. Et Bastien, tu l'avais vu aussi toi, Walk the Line? Ouais, j'en garde un assez bon souvenir aussi. Mais... Et personne n'a cité Charles, c'est quand même un peu... Non, c'est Ray. Oui, c'est Ray, ils l'ont appelé Ray, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, voilà. Donc, et ton choix, Tony, du coup? Bah écoute, j'aurais dit Amadeus aussi, hein, clairement. Mais c'est bizarre, c'est qu'on cite des biopics musicaux. Ouais. C'est pas... Voilà. J'attends qu'il fasse un film sur Steve McQueen, mais ce sera de la merde. Ouais, Ouais. Moi, Tu peux pas avoir d'acteur aussi génial pour interpréter Steve McQueen que Steve McQueen lui-même. Il reste plein de biopics fantastiques à faire. Un biopic Et sur j'espère. Marvin j'espère- Gaye. Et j'espère qu'ils ne prendront pas le réalisateur Steve McQueen pour faire un film sur Steve McQueen l'acteur, parce que c'est quand même un réalisateur de merde. Et puis il a pas la même couleur. En plus. Voilà. Mais ça c'est parce que vous êtes des racistes que vous dites ça. Moi je ne vois non. pas les couleurs.
Ouais, ça c'est parce que t'es daltonien. Euh, Moi, j'aimerais bien un biopic de Rock Voisine par Xavier Dolan. C'est un truc à faire. Ça pourrait le faire. Avec Marion Cotillard. Voilà. Tabernacle. Bon bah messieurs, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Chers auditeurs, sachez que la prochaine émission, ça sera la fameuse spéciale Bong Joon-ho dont on vous parle depuis quelques temps déjà. On espère qu'on sera à peu près à la hauteur. Donc on rappelle à tout hasard que Okja sort sur Netflix le mercredi 28 juin. Et que voilà, je pense qu'on abordera très brièvement la polémique concernant sa sortie, mais si l'émission dure moins de 2 heures, ça sera déjà beau. Et voilà. Donc, messieurs, un dernier mot, une citation, quelque chose? Moi, j'ai envie, comme on a parlé voiture, comme on a parlé huile de moteur et joint de culasse, j'ai envie de terminer sur ces mots. Ma vie s'éteint, la vue se brouille, il ne me reste plus que le souvenir. Je me souviens d'un temps où régnait le chaos. Et je m'arrête là. L'intro de Mad Max 2 pour les débutants. Et toi, Seb? Ah bah moi je voulais mettre un peu de poésie, mais Bastien vient quand même de le faire, donc ça va faire redondance, mais tant pis, je la prends quand même. Ouais, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec l'émission, hein. Je voulais juste quelque chose de qualité par rapport à notre émission de merde. Hein. D'accord. Tu cherches la mort dans la nuit claire, tu lui dis que tu l'aimes, que tu es son esclave, qu'il est toujours ta reine. La mort, cette putain. Dès la mort, Dès dès la mort. dès la mort. Exactement. Bon les gars, vous avez envoyé du petit bois ce soir, donc je ne rajouterai rien, si ce n'est, chers auditeurs ou chers auditeurs, portez-vous bien, et d'ici là, regardez des bonnes choses, enfin essayez, et on vous embrasse très fort, et à bientôt. Ciao tout le monde.